je dirais que les entrepreneurs qui nous voient, la plus belle époque, c'est sûrement celle de la start-up. C'est quand tu démarres, tu as tout à faire, tu ne sais pas où tu vas atterrir. Tu es peu nombreux, tu apprends à tout faire, parce que tu es obligé de savoir tout faire. Et je trouve que c'est extrêmement challengeant parce que tu n'as pas le sentiment de l'inertie que tu as plus tard avec la taille. Et nous avons aussi eu une affaire ensemble, un combat Oui. qui touche nos générations, enfin ce qui nous touche partout dans toutes nos affaires, c'est l'accès au talent. Et un jour, tu m'as présenté à une femme un peu particulière que quand j'ai terminé la réunion, je me suis senti un peu idiot de ne pas la connaître. Hein, je parle bien de Régine Ferrer. Je peux parler un peu là-dessus et ce projet qu'on a ensemble, en commun. Et Régine Ferrer, je dirais que c'est une maîtresse femme qui a la chance de très peu dormir, qui est passionnée par l'esthétique. Une boule d'énergie. Qui a énormément d'énergie et avec qui on l'accompagne ensemble et quelques autres pour développer son projet d'école d'esthétique allant du CAP, brevet professionnel, BTS jusqu'au master. Un BA même, maintenant. Voilà, oui. Cette année, en plus, je suis le parrain de la promo. Ben, c'est bien. J'en suis très heureux. Et donc l'école se trouve à Chartres. Oui, magnifique école construite par Eiffel, en fait, les plans. Exactement, dans un couvent, mise à disposition par la communauté de communes de Chartres, avec bon nombre de travaux de la communauté pour aider l'école à voir le jour, et qui a essaimé une filiale à Bordeaux, qu'on essaie d'accompagner par nos vies, voilà, et qui va migrer sur un quartier de Bordeaux où il est encore tôt pour en parler, mais si un jour tu en as envie, on en parlera parce que c'est un quartier que je voudrais te faire visiter, tout à fait original. Ah, avec plaisir, surtout que c'est ton coin. Tu sais, je t'envie sur une seule chose, c'est que tu vis à Bordeaux. C'est un lieu en fait que j'aime beaucoup, hein. La ville, j'adore. Et en fait, c'est vrai que Régine, c'est quelqu'un d'exceptionnel, une combattante hors pair. Elle a été avec nous dans nos combats dans la période du Covid pour ouvrir les magasins. Elle défend le métier de la parfumerie et de l'esthétique avec une hargne et une force incroyable, parce qu'il faut se dire qu'en France, quand même, on est le pays qui sort des lois dans tous les sens, tous les 2 jours, des décrets dans tous les sens, et si on n'avait pas des personnes comme ça qui sont dédiées et dévouées à regarder chaque truc qui sort pour savoir quelles vont être les conséquences au niveau métier dans la pratique, ce genre de choses. Mais bon, c'est aussi un autre lien entre nous aujourd'hui, Régine, et cette école qui nous produit des talents, et pour nous et pour toute la France. Hein. Donc oui, longue vie à LDCBS, oui. By Régine Ferrer. J'étais chez elle la semaine dernière. Elle m'a demandé de venir faire une conférence à ses écoles, à ses élèves, MBA, etc. Elle a toujours 1000 projets dans sa tête. Là, elle est en train de numériser toute la pédagogie en fait pour suivre ces jeunes générations là qui arrivent et qui sont très digitalisées, d'avoir des profs immatériels en fait qui les suivent. Donc c'est vraiment assez excitant. Ce qu'on partage Jean, avec Régine, oui. C'est que je pense qu'on est tous les trois très engagés dans ce qu'on fait. Oui, c'est vrai. Elle dans la formation esthétique, toi dans le développement de la technologie au service de l'humain, du bien et du beau. Et moi, à mon petit niveau, pareil, avec nos réseaux de franchise dans le secteur de la parfumerie, de l'Institut, et des technologies aussi à vocation esthétique. C'est vrai. Dans tes affaires, on voit toujours la notion de franchise. Beaucoup de tes enseignes ont des réseaux de franchisés très forts. Comment tu vois la chose? Quel est le moteur qui te pousse à aller vers la franchise, que moi j'expérimente dans 2 de mes marques seulement, l'Atelier du Sourcil et le Boudoir du Regard? Qu'est-ce qui te pousse à aller dans ce sens-là? Pourquoi tu te dis, tiens, je vais proposer de la franchise plutôt que de monter mes propres réseaux partout, etc. Bon, peut-être quelques raisons. La première, c'est se rappeler
qu'à un moment donné, en 1995, quand on fait le choix de faire exister Beauty Success, de démarrer, tester les premiers magasins, on se dit, si on veut sauver l'entreprise familiale, il faut qu'on prenne une taille nationale. Or, on n'a pas l'argent. Et donc, ce que je me suis dit, ce que nous nous sommes dit, le petit groupe qui était avec moi, c'est, eh bien, on va partager notre savoir-faire, on va écrire notre savoir, et on va le partager avec des futurs partenaires franchisés qui, à l'époque, étaient des parfumeurs indépendants, pour eux aussi permettre qu'ils ne disparaissent pas, qu'ils ne meurent pas. Donc, la franchise, je n'oublierai jamais que pour Beauty Success, ça nous a permis de sauver l'entreprise familiale Nicole Georges. Oui. Et qu'on n'existerait plus aujourd'hui si on n'avait sauver pas fait. d'autres indépendants aussi. Et sauver bien entendu le plus indépendant possible et aujourd'hui permettre de créer carrière à des personnes qui ne sont pas du métier, comme toi dans ton activité. Donc la franchise, voilà l'historique, ça nous a permis d'être ce que l'on est aujourd'hui, donc je ne l'oublie pas, la mémoire du ventre, on ne serait pas là. Et après, dans le vécu, la franchise c'est un challenge permanent. Oui, tu as des entrepreneurs indépendants face à toi. Oui. Et qui sont très exigeants. Donc par moment, c'est pas facile parce que chacun est comme il est, puis que l'entrepreneur, il a toujours son caractère. Mais en fait, derrière, ça t'oblige à être motivé, à te remettre en question. Ça bouge les équipes qui, des fois, n'en ont pas envie, des fois, on se pose. Je dis, prenez du recul. Mais ça nous oblige à avancer, et c'est très bien. Et aujourd'hui, le challenge que j'ai, c'est que j'ai la génération des enfants. Je pense notamment en Bretagne, on a plusieurs familles. Post-succession, c'est les enfants que j'ai. Ça me donne un c'est petit vrai, peu. donc le multigénérationnel n'est pas seulement chez Beauty Success, il est aussi, mais il y a aussi au sein des franchises. Et par chance. Par chance, parce qu'il faut qu'on soit à la hauteur. Donc du coup, ça nous re-challenge. Et ça nous oblige aussi à avoir de la mixité dans les équipes. Donc j'ai des jeunes qui ont une vingtaine d'années, 30, 40, 50, et puis quelques anciens qui ont un peu plus comme moi, et qui sont là pour accompagner les autres. Mais il faut justement trouver la correspondance avec ces changements de génération. Puis mes filles ont une trentaine, mes neveux ont une vingtaine d'années. Donc c'est important de rester dans le coup, parce que sinon, puis nos clients, on veut renouveler la clientèle. Évidemment. Donc forcément, les enfants de ceux qui ont créé l'enseigne avec moi, eh bien, sont des jeunes d'aujourd'hui. Donc leurs attentes sont différentes, donc ça oblige l'enseigne. Donc je trouve que c'est extrêmement challengeant. Alors oui, ça peut être dérangeant, oui, c'est pas vraiment pas facile, mais de toute façon, les challenges qu'on a à relever, ils sont pas faciles. Tout à fait. De toute manière, il y a dans un chemin entrepreneurial, il y a des challenges. Donc, d'ailleurs, justement, le Philippe Georges de 95 et celui d'aujourd'hui, quelle est c'est important parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous regardent, partie d'une boutique, quelques boutiques au groupe Novi aujourd'hui qui comportent plusieurs enseignes. On parlait de milliers de personnes dans l'écosystème aujourd'hui, etc. Qu'est-ce qui a changé dans les challenges soulevés par l'entrepreneur Philippe Georges au quotidien? Est-ce que tu trouves que la première période était plus facile ou plus difficile? Comment tu peux décrire un peu ce chemin? Tout à l'heure, on a évoqué la baisse de consommation. Donc c'est sûr que quand j'ai commencé, on ne vivait pas du tout cela. On était porté par l'inflation, par les chiffres d'affaires qui progressaient 10% par an, les prix qui augmentaient de 5%. On va dire que tout allait bien, hein. Donc aujourd'hui, il faut gérer, il faut apprendre à gérer différemment. Je dirais que les entrepreneurs qui nous voient, la plus belle époque, c'est sûrement celle de la start-up. C'est quand tu démarres, tu as tout à faire. Tu ne sais pas où tu vas atterrir. Tu es peu nombreux, tu apprends à tout faire, parce que tu es obligé de savoir tout faire. Et je trouve que c'est extrêmement challengeant parce que tu n'as pas le sentiment de l'inertie que tu as plus tard avec la taille. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, je préfère grandir que grossir, parce qu'avec moi, le fait de grossir me vient à l'esprit l'inertie. Voilà. Et donc c'est cette étape de démarrage, d'euphorie de création d'enseigne, du premier magasin, quelque part de la prise de risque, mais où tu dis j'ai rien à perdre. De toute façon, j'ai rien à perdre si tu réfléchis bien. Donc tu tentes tout, tu oses tout. Là. Aujourd'hui, il y a de l'inertie sur le fait de faire, il y a des risques. On est embarqué dans le grand bateau des milliers de personnes. Tu ne peux pas dire j'ai rien à perdre. Non, c'est impossible. Voilà. C'est ce que tu te dis ensuite, et puis non seulement pour toi, mais pour tous ceux qui le monde qui dépendent de toi. Voilà, exactement. Tous nos partenaires franchisés, l'écosystème. Donc ça veut dire que ça oblige à pas seulement suivre ton intuition. Ça ne suffit plus. Il faut faire pas mal de calculs. Et il faut voir, quand tu prends des décisions, faire ce qu'ils appellent
les effets d'impact, les études d'impact sur si tu as raison, si tu as tort, qu'est-ce que ça risque de créer, etc. Donc voilà, donc je pense que l'étape d'être plus petit, de partir de rien, tu es le premier salarié, on dit ouais mais on est obligé de tout faire, mais c'est fantastique d'être obligé de tout faire, parce que tu apprends tout. Moi mes plus belles années c'est peut-être les 10 premières où j'ai tout appris grâce à ma maman, enfin avec mon frère, parce qu'on est passé partout. Mais ça signifie que j'ai appris la vente, les achats, installer l'informatique, déballer les cartons, lire les produits, enfin faire la formation, etc. C'est une grande chance en richesse, parce qu'après ça te sert toute ta vie dans le métier. Voilà. Et ce qui fait aussi que les autres te reconnaissent, parce que chaque fois que tu parles, ils sentent que tu sais de quoi tu parles. Je ne sais pas comment tu peux être à la tête d'une entreprise si tu ne sais pas ce que font les personnes de ton entreprise, si tu ne connais pas le produit, si tu ne connais pas la clientèle. Je fais un institut de beauté régulièrement. Je pense que tu fais pareil. On ne peut pas employer, on ne peut pas dire qu'on travaille avec des instituts de beauté, des esthéticiennes, si on ne sait pas ce qui se passe dans une cabine. Comment ce que reçoit comme bienfait un client à qui tu fais un soin du corps ou un soin du visage. Comme c'est agréable de partager ce plaisir. Donc forcément, j'aime y aller. Puis j'y vais pour même... Mais j'adore ça et je fais ça en plus en souriant. J'aime aller en institut de beauté et maintenant, je fais partie des hommes qui osent y aller, même pour avoir un soin du visage à côté du public. Dans l'institut, les nouveaux instituts, on a un coin vente. Donc par exemple, je vais me faire épiler les oreilles parce que je déteste les hommes qui ont des poils dans les oreilles, je trouve que c'est moche. Donc je le dis pour vous mesdames et messieurs, vous pouvez venir chez nous, on vous accueillera avec plaisir. Et donc je le fais à l'intérieur de l'institut, il y a les clients qui passent et j'écoute tout ce qui se dit. Et pour moi c'est intéressant parce que tu apprends. Donc tu fais des prestations de ce type-là ou les poils du nez. C'est très moche d'avoir des poils du nez qui dépassent, je le dis pour tout le monde. Donc ouais, je pense que mesdames, elles ont envie d'avoir des hommes qui font attention à eux. Bien sûr. Donc, la beauté, elle n'est pas réservée à un sexe. Hein. Je pense faire attention à soi, c'est quelque chose je crois que c'est primordial. Et en fait, les gens, par rapport à mes habits dans l'émission, etc., enfin, tu connais même avant l'émission. Oui. D'ailleurs, moi, j'ai dit à l'émission qui va être mon associé, vous ne touchez pas à mes habits, j'apparais comme je suis. Et ils m'ont dit, non, même on est très heureux que tu sois comme ça. Et en fait, les gens, ils ne savent pas l'impact du look dans plein de choses, y compris le monde des affaires. Et en fait, on est dans un monde où le look, la tenue, l'attention qu'on donne à soi donne une image, renvoie une image. Cette image peut être une image de confiance, comme une image de sérénité, comme une image de quelqu'un qui s'en fout de lui-même, etc. On n'a même pas envie de s'associer avec lui parce qu'on dit même de lui-même, il ne s'en occupe pas. Donc, comment il va s'occuper des autres? Donc, c'est des choses qui sont des éléments très importants et qui sont en fait la raison même de l'existence de sociétés comme Beauty Success, etc. Et la tienne, c'est-à-dire on est des atypiques, quelque part. Et tout à l'heure, tu posais la question pourquoi on s'est installé à Saint-Astier pour mettre le siège social de l'entreprise. C'est parce que historiquement, la première entreprise créée par mon arrière-grand-père, Siquet, en 1913, donc les chaussures Aster, était à Saint-Astier. Donc j'ai tenu à revenir à Saint-Astier, créer le siège social de l'entreprise. Je pense que des gens comme nous, qui sont entre les pattes des super grands, ont le devoir d'écrire une histoire qui est différente. Tout à fait. Et l'histoire, elle est faite d'aspérité. Elle doit montrer nos différences. Moi, je défends le village de Saint-Astier. Donc, je suis un peu le Gaulois. Mais voilà, et les personnes qui travaillent avec moi, je pense que ils se disent, faut on s'adapte et puis on aime ou on n'aime pas les valeurs. Mais forcément, on est obligé d'être des gens différents. Donc, je dis pour les entrepreneurs, ne cherchez pas à être comme les autres. Oui. Vous serez une pâle copie. Vous êtes comme vous êtes. Surtout, cultivez vos différences. Ne cherchez pas à les abolir. Cherchez plutôt à les amplifier. Tu es très humain. Ne cherche pas à le cacher. Oui, bien sûr. Tu es très respectueux. Ne cherche pas non plus. Tu as une éducation chrétienne. Donc, tu as une façon dans les affaires de concevoir les choses. Pour moi, c'est extrêmement important parce que tu portes une forme d'honnêteté que tu vas faire vivre dans les affaires. Donc, pour moi, être en affaires avec toi, c'est un signe dans la durée de pérennité de la relation commerciale. Parce qu'il y a ça, c'est très rare. Qui d'autre je connais dans mon métier qui soit comme toi? Mais il n'y en a pas. Oui, c'est vrai, et dans le monde de la beauté, franchement, moi, maintenant ça commence à faire du temps où je suis dans ce milieu-là. Et je t'avais dit une histoire une fois, j'ai assisté à des conventions, ce qu'on appelle les conventions retailer marques, où on se retrouve toutes les marques et le retailer
nous raconte la stratégie de l'année, nous met parfois à l'honneur avec des prix, etc. Et j'ai vu des gens du secteur qui recevaient un prix chez toi et le lendemain chez un autre distributeur, retailer, etc., répéter la même phrase qui ne peut pas se produire dans deux endroits. C'est-à-dire quand tu dis « c'est l'endroit que j'aime le plus au monde », il n'y a pas quelque chose qui est légal. Si tu le dis là et tu sors dehors et tu le dis dans un autre endroit, c'est incompatible. Tu vois, tu peux dire « cet endroit fait partie des meilleurs endroits que j'aime » et là-bas redire la même phrase, ça marche. Mais dire que c'est le seul endroit que tu aimes et là-bas c'est le seul endroit que tu aimes, c'est que tu as une schizophrénie, tu as un problème. Et en fait, dans le monde d'ordre général, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui se sentent obligés d'aller dire des phrases. Moi, je t'avais dit, tu as obligé personne à dire cette phrase. Pourquoi tu l'as dit? C'est soit tu y crois et vas-y, soit tu y crois pas et personne ne te le demande. Donc, mais c'est cette manière de se renchérir pour prouver qu'on est proche alors qu'on ne l'est pas en réalité. Et ça, c'est des choses que moi, je ne peux pas supporter. Tu vois, pour moi, c'est une des choses que j'essaye de dire partout, que je l'ai dit dans les derniers podcasts que j'ai fait là récemment, que la gentillesse, c'est une qualité. Être gentil, ce n'est pas une faiblesse. La bienveillance, c'est une qualité. On n'a pas besoin d'écrabouiller les gens pour réussir. On peut réussir tout en étant des honnêtes hommes. D'ailleurs, les entrepreneurs sont des hommes d'honneur. Moi, je me rappelle dans mon village, ils racontaient les histoires au Liban venues de leurs parents et leurs grands-parents, donc des siècles en arrière. Les hommes avaient des moustaches. Et quand il y a quelqu'un qui lui prêtait de l'argent ou faisait avec lui un accord, il prenait un poil, il l'arrachait et il jetait le poil et il dit « je te rendrai ton argent » ou « je suis en affaire avec toi ». Et cet acte était, parce que les hommes avaient des moustaches et c'était l'honneur, quoi, ça représentait ça, que s'il venait à violer son engagement, personne ne travaillait avec lui, ça engageait tellement. Et après l'arrachage des moustaches, il n'y avait plus de moustaches. Le temps de mon père, c'était lui serrer la main. C'est tout. Il te serre la main, il te donne sa parole. Là, aujourd'hui, j'ai fait un post l'autre jour sur les réseaux sociaux. Même les contrats, ils ne les respectent pas, les gens. Même les contrats que tu as négociés avec lui, que tu sais exactement, que tu as l'historique de la négociation, il essaye de te dire que le mot qu'il a écrit ici, ce n'est pas celui que toi tu penses, c'est un autre. Tu dis, mais ils vont où ces gens? Donc, c'est pas possible que le monde des affaires soit comme ça. Moi, je milite pour qu'il y ait un tissu entrepreneurial qui est basé sur l'éthique. On n'a pas besoin d'être des malhonnêtes pour réussir, en fait. Exactement. Et ça fait partie de nos valeurs, il faut qu'on les défende. Parce que sinon, l'entrepreneuriat perd de sa substance. On n'a pas l'intention, ni toi ni moi, d'être des entrepreneurs qui cherchent à faire des affaires sur le dos d'autres personnes. Jamais on l'a pensé. Nos partenaires franchisés, ils ont une importance pour nous. Absolument. Quand ils ont des soucis de santé, des soucis d'entreprise, ça nous touche, ça nous affecte. On aura envie de comment on peut les aider, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, je pense que ça, voilà, et je pense qu'il faut qu'on reste comme on est, quoi. Absolument. Donc, c'est pas nous de changer parce que. Absolument. Écoute, Philippe, cet épisode, pour moi, il portait une symbolique et une importance particulière. J'étais très ravi de te recevoir. Si tu as un mot à dire pour finir ce bel épisode, je te laisse le mot de la fin. Alors, il y a une chose que je voudrais dire, que j'ai vécue, et après je vais dire le mot de la fin. J'ai eu la chance, à un moment donné, dans ma vie professionnelle avant le Covid, de faire pendant 18 mois un cycle de formation sur les talents des dirigeants. La vocation, c'était mettre ensemble des dirigeants qui ne se connaissaient pas, des quatre coins de France, et dans l'optique de suivre des formations, des rencontres, du travail ensemble, auxquels on ne s'attendait pas du tout. Et dans le cycle de formation, me voilà parti à Auxerre, vue de Périgueux, et j'arrive là-bas dans un monastère, et ce monastère s'appelle, je crois que c'est Sainte-Marie de la Pierre qui Vire.
Non. Et donc, j'arrive là-bas, donc on a passé 3 jours là-bas, et j'arrive là-bas de nuit. Et je cherche à me diriger parce que franchement, c'est mal éclairé les monastères. Et puis il y a quand même quelqu'un qui m'indique, si vous êtes arrivé, on savait que vous arriviez, 23h un truc, il m'amène à ma chambre. J'ouvre la porte et je tombe sur le crucifix, au-dessus du petit lit avec la douche à côté. Et donc je me dis, la chambre du monastère. 3 jours là, sans télé, sans rien, et ça fait beaucoup de bien. Et la particularité de ces moines, c'est qu'ils ne parlent pas. Donc ça veut dire pendant 3 jours, on est resté à ne pas parler. C'est-à-dire, lors des repas, on ne parlait pas, on ne se parlait pas entre nous dès qu'on était avec eux. Après, on faisait la vaisselle, on passait le balai dans les locaux communs, voilà, après manger. Et ils nous ont dit, dans le cadre de la formation, on aimerait que vous participiez. Alors, moi je dirais les matines, mais ça porte un autre nom. C'est-à-dire c'est la prière du matin. Du matin. Les vigiles, voilà, les vigiles, à 2h du matin. Alors forcément, je dis, mais pourquoi vous voulez nous faire lever à 2h du matin pour aller faire la première prière avec les prêtres? Ils me disent parce que quand vous vous réveillez, que vous avez l'esprit éveillé à 2h du matin, c'est le moment où votre esprit a le plus de créativité, le plus créatif. Et donc, on y va tous, on se retrouve 2h du matin, on pousse une énorme porte pour rentrer, les prêtres étaient déjà en train de prier, mais dans le silence, et ils nous installent, et on avait des questions auxquelles il fallait répondre, 2h du matin, parce qu'on était censé faire preuve de créativité. Et donc, là, je me retrouve devant ma feuille, et il y avait une question qui en fait disait, où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans? Et à 2h du matin, je l'ai vu comme, quand vous aviez 10 ans, qu'est-ce que vous vouliez faire? En fait, je pense que mon cerveau avait peut-être envie que je réponde à cette question et n'a pas su lire celle que j'avais réellement, qui était sur le futur. J'étais en stage de développement personnel des dirigeants d'entreprise. Où est-ce que vous voulez être dans 10 ans? J'ai lu, qu'est-ce que vous vouliez faire? Qu'est-ce que vous vouliez devenir quand vous aviez 10 ans? Je m'en souvenais absolument plus. Et me voilà à réfléchir à un truc. Et ça m'est revenu à 2h du matin. Wow. Ça m'est revenu. Et à 10 ans, qu'est-ce que je voulais faire? En fait, je voulais être médecin de campagne. Je voulais être médecin de campagne, généraliste. Je voulais aller chez les gens, en campagne, parce que la nature, les petites villes, les villes petites et moyennes, la proximité avec les gens et le fait de pouvoir créer du bien. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es devenu? Et donc plutôt, je dirais, comment je vis mon métier aujourd'hui? Parce que des fois, je passe mon temps à chercher des solutions pour tous ceux qui m'entourent et qui n'en trouvent pas. Mon rôle, mon rôle de dirigeant, c'est devenu ça. En fait, je suis devenu un médecin des entreprises. C'est-à-dire, j'accompagne tous mes partenaires franchisés à faire que leur entreprise perdure, trouve de la pérennité. Et donc, je crée du bien à travers cette relation-là avec nos partenaires franchisés. Donc, je n'ai pas évolué vers la médecine parce que personne n'était médecin dans la famille. Tout le monde était soit industriel, soit commerçant. Et en fait, quelque part, en devenant franchiseur, sans m'en rendre compte, et la révélation était là, cette nuit-là. Excellent. Je me suis dit en réalité que le métier que j'étais en train de faire, c'était la transposition du médecin qui fait du bien auprès de ses patients, entre guillemets, mais que moi, venant d'un autre univers, ma mission était de faire du bien à mes partenaires franchisés et aux entreprises de mon écosystème avec ce que j'ai pu apprendre, puisque ça fait 40 ans que je fais le même métier. Donc forcément, j'ai une courbe d'expérience et une prise de recul. En ce moment, je n'arrête pas de le dire à mon équipe, à mon comité de direction. Prenez du recul sur ce qui se passe. Sur 40 ans, ok, c'est très difficile, mais quand vous regardez la courbe, voilà, c'est... Ça n'a jamais été facile. Voilà, mais ok, mais on est toujours là. Ouais, donc, et donc ça aussi le dire à des partenaires franchisés, etc. Voilà, et donc ça a été une révélation pour moi. Donc franchement, si tu as l'opportunité d'aller faire un stage de quelques jours, peut-être améliorer, parce que la chambre était un peu spartiate et le crucifix... Non, mais tu sais, j'ai dormi par terre pendant 3 ans. Hein, ouais, donc, je sais que tu as vécu la guerre et forcément... Mais derrière, manger avec la communauté, ne pas parler, assister aux séances de prière, et puis c'est quand même... Ouais, voilà, c'est un peu les rivières pourpres, vues de l'extérieur, hein, c'est un peu truc. Et cette révélation nocturne à 2h du matin, je me souviendrai toujours de cette formation qui pour moi me gardera
Mais moi, parce que du coup, ça donnait un sens à ce que je faisais. Oui, que je et n'avais moi, pas de compris. vue de l'extérieur, te connaissant, je pense que ça te correspond bien, en fait. Voilà. Vraiment. Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je me suis trouvé, comment dire, une mission Une mission. dans ce que je fais. Donc, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais compris. Donc, si tu cherches de la créativité, si tu as besoin de te ressourcer, tu sais Va te qu'aller réveiller prier à 2 heures du matin, recueille-toi et réfléchis. Voilà. Et le mot de la fin, pour moi, ça serait surtout ne change pas. Toi aussi. Voilà, ne change pas, reste comme tu es. Cultive tes différences. Voilà, ceux qui sont avec toi te connaissent. Tu es entier, tu es sincère, tu es loyal, tu es honnête. Ça me paraît, dans le monde actuel, parmi les plus belles qualités. Tu es respectueux, tu es à l'écoute, etc. Humainement parlant, entre guillemets, reste comme tu es. Tes affaires se passeront naturellement à la hauteur de ce que tu es. Et tu rayonnes, tu es un homme rayonnant. Voilà, pour terminer. Et je suis très heureux d'avoir fait ta connaissance. Et moi donc, cher Philippe, vraiment, tu étais le premier, la première personne avec qui j'ai fait du business dans ce nouveau milieu, pour moi à l'époque, qui était le monde de la beauté. Et depuis, tu es devenu le partenaire et l'ami, et j'en suis très très fier. Ben écoute, je suis honoré de ces mots et puis de ton amitié. Moi aussi.